Merci, mon cher ami. À mon tour, donc, je tiens à remercier le bureau du Collège national d'urologie et particulièrement mes amis Mahdi et Amine de m'avoir associé à ce cours du collège donc, pour parler de la place de la biopsie des masses rénales donc, dans le diagnostic du cancer du rein. Donc, il faut savoir que dans le passé, la biopsie rénale avait un rôle limité, voire inutile, inexistant, dans la démarche diagnostique et thérapeutique des cancers du rein. Donc, comme vous le savez tous, et contrairement aux autres cancers urologiques, tels que le cancer de la vessie ou le cancer de la prostate, où la preuve histologique, donc suite à une biopsie ou une résection, est indispensable pour indiquer un traitement radical, la preuve histologique avant un traitement radical pour le cancer du rein n'est pas obligatoire, vu la performance de l'imagerie moderne, donc on a vu, donc dans le diagnostic presque sûr dans la majorité des cas. Et donc également, il y a quelques décennies auparavant, on ne disposait uniquement comme thérapie que de la chirurgie radicale, donc la néphrectomie totale élargie, pour la prise en charge de ces cancers, et même pour les cancers métastatiques. Donc Mouna l'a bien précisé, actuellement, on ne fait plus de façon systématique une néphrectomie élargie pour les cancers métastatiques, sauf dans quelques cas peut-être réservés. Mais avant, on ne disposait que de ça, vu qu'on sait que la tumeur rénale est une tumeur qui est résistante aux thérapies, donc qui était disponible, aux thérapies systémiques qui étaient disponibles à l'époque. Et donc pour cela, puisqu'on opère beaucoup de patients, quel que soit le type histologique, donc on n'avait pas besoin forcément de biopsie et de preuves histologiques préalables au diagnostic. Donc, dans le passé, ces biopsies rénales étaient réservées au cas où une métastase, un lymphome ou une infection était suspectée, donc pour confirmer le diagnostic et pour proposer une autre alternative thérapeutique qui est donc spécifique à ces circonstances très particulières. Et donc, en même temps, cette biopsie a été décriée et critiquée en raison de complications potentiellement graves, mais qui ne sont pas vraies, en fait, de son manque de performance diagnostique et de ses difficultés à distinguer les sous-types histologiques et les grades nucléaires. Mais ça, c'était avant. Mais par la suite, au cours de ces dernières années, toutes ces incertitudes ont été surmontées grâce notamment à l'adoption de techniques modernes de biopsie. Actuellement, donc, on a beaucoup de matériel moderne qui est utilisé, une amélioration du guidage par l'imagerie moderne, donc que ce soit l'échographie ou le scanner, une meilleure expertise des urologues et des radiologues interventionnels dans la réalisation de ces biopsies, et l'expertise croissante des anatomopathologistes dans l'interprétation des échantillons de biopsie. Donc on a vu tout à l'heure avec notre confrère ce matin, donc vraiment c'était très explicite comme diagnostic histologique. Et donc ces dernières années, la biopsie rénale percutanée est devenue et s'est imposée comme un examen performant et peu morbide dans la détermination des caractéristiques histologiques des tumeurs du rein, et s'est imposée comme un outil de choix qui a sa place vraiment prépondérante pour orienter la sélection des patients et donc pour choisir les options thérapeutiques disponibles. Donc elle a actuellement sa place. Elle permet en effet d'apporter la preuve histologique préalable et indispensable pour choisir et utiliser les nouvelles thérapies non opératoires, à savoir la surveillance active et les thérapies ablatives, d'éviter le surtraitement de nombreux patients porteurs de petites lésions bénignes ou à faible potentiel malin, d'orienter le choix de traitement systémique chez les patients porteurs de tumeurs rénales au stade métastatique grâce à une caractérisation, un diagnostic histologique qui sont plus précis. Donc, actuellement, il est admis que la biopsie des masses rénales a un impact clinique significatif dans la prise en charge des masses rénales et peut même modifier la stratégie thérapeutique dans environ la moitié des cas. Donc, voyons un petit peu dans la continuité des idées quelles sont les recommandations des sociétés savantes. Donc, le comité de cancérologie de l'Association française d'urologie recommande les biopsies des masses rénales devant des situations particulières. Donc tout d'abord, avant une décision de surveillance active ou de traitement ablatif percutané, c'est-à-dire là, on ne va pas choisir une attitude chirurgicale qui va nous apporter donc, du matériel pour l'étude histologique. Deuxièmement, avant un traitement systémique premier pour une maladie métastatique, si on ne dispose pas de preuves histologiques,
Avant une néphrectomie partielle techniquement difficile où il y a un risque très élevé de totalisation, en cas d'incertitude diagnostique sur les majories, malgré donc ces performances, donc soit la tumeur est indéterminée, soit il y a une suspicion d'un lymphome, d'un sarcome, de pseudotumeur du rein ou de métastase rénale d'un autre cancer extra-rénal. En cas de situation impérative, donc représentée par le rein anatomique ou fonctionnel unique, les tumeurs rénales bilatérales et l'insuffisance rénale préexistante. Et on peut ajouter à cela également les circonstances là où il y a une probabilité élevée de tumeurs bénignes ou de tumeurs de moins de 3 cm. Et donc, de façon globale, si on résume un petit peu sous ces circonstances-là, donc on va dire que la biopsie rénale percutanée est indiquée chaque fois que le résultat histologique préalable donc, au traitement est susceptible de modifier la prise en charge thérapeutique. Donc, qu'en est-il des autres sociétés savantes, que ce soit américaines ou européennes? Donc, on voit ici donc, presque les mêmes indications, donc avant surveillance active, avant thérapie ablative, ou bien devant des situations là où le diagnostic est imprécis, des masses qui sont atypiques, des masses kystiques, et même avant néphrectomie partielle, et ici dans le but de réduire le surtraitement devant certaines tumeurs qui sont bénignes. Donc, pour résumer un petit peu la situation, donc, je vous présente cet algorithme-là. Donc, quelles sont les indications de biopsie des masses rénales? Donc, devant une masse rénale, bien sûr, lorsqu'elle n'est pas vraiment typique de cancer du rein, donc on va essayer de voir est-ce que c'est une tumeur particulière comme les lymphomes ou bien des pseudotumeurs inflammatoires ou bien une métastase qui est suspecte. Donc, si c'est oui, donc en ce moment-là, on va passer directement à la biopsie. Si c'est non, on voit si le patient est candidat à une surveillance active. Si c'est non, donc on voit si on peut programmer une thérapie ablative et voir enfin si le malade, donc si le patient donc, est disposé à suivre donc, à une surveillance de certaines lésions bénignes. Et donc là, si les réponses c'est oui, donc en ce moment-là, donc on va faire de la biopsie. Sinon, dans le cas contraire, donc les biopsies ne sont pas indiquées. Donc, je vous présente ici deux illustrations, donc deux exemples de ce qu'on vient de dire. Donc, sur le cliché de gauche, donc c'est un patient âgé de 48 ans. Voilà. Donc, avec une histoire de mélanome qui est connue. Donc, c'est un patient qui est porteur d'un mélanome. Et donc, ce patient a eu un scanner dans le cadre de son bilan. Et on a découvert au niveau du rein droit cette image nodulaire corticale qui est hypervascularisée, donc qui ne dépasse pas le 15 mm. Et donc là, la question qui se pose, est-ce qu'il s'agit d'une localisation secondaire du mélanome, d'une localisation rénale du mélanome, ou bien est-ce que c'est une tumeur primitive? Donc si c'était un autre organe, tel que le foie, tel que le poumon ou autre, donc là, pratiquement, dans la quasi-totalité des cas, il s'agit d'une localisation du mélanome. Mais le rein, c'est particulier, donc on peut avoir donc, des images pareilles, comme ça. Et puis, donc, ça peut correspondre, dans ce cas, à une localisation primitive du rein. Donc là, on est dans le doute. Et en ce moment-là, donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire une biopsie de cette masse-là pour confirmer la nature donc, de cette image. Le deuxième cas, donc c'est un homme de 64 ans qui a un passé de cancer de prostate et chez lequel on découvre cette masse hypodense corticale également sur la lèvre postérieure du rein droit. Et donc là, c'est une image nodulaire qui est hypovasculaire et donc on ne sait pas la nature exacte. Et donc la question qui se pose, un patient qui est porteur de cancer de prostate, est-ce que c'est une localisation secondaire ou pas? Donc là c'est l'indication impérative de biopsie de ces masses-là. Et donc, ces deux patients ont eu une biopsie de ces masses, une biopsie percutanée de ces masses qui ont révélé un carcinome à cellules rénales primitif du rein. Il existe également des contre-indications, donc là où c'est déconseillé, voire contre-indiqué de réaliser ces biopsies. Tout d'abord, s'il y a un risque hémorragique majeur, qu'il soit en relation avec l'état du patient, qui présente un trouble de l'hémostase,
donc, qu'on peut parfois donc, juguler par des transfusions de plaquettes et de plasma frais congelé. Les patients qui sont sous anticoagulants oraux ou antiagrégants plaquettaires doivent arrêter donc, après concertation, bien sûr, des cardiologues donc, de ces traitements-là, ou bien un risque hémorragique majeur en relation avec des tumeurs qui sont hypervascularisées. La deuxième contre-indication, c'est la suspicion de carcinome urothélial, parce qu'il existe un risque réel d'essaimage tumoral du trajet de la ponction. Une autre contre-indication, c'est les tumeurs kystiques sans contingent solide, parce que la performance diagnostique elle est médiocre dans ce type-là. Et enfin, donc, la suspicion clinique d'angiomyolipome, donc ça ne sert à rien, puisque la confirmation de la bénignité est presque donnée par l'imagerie. Donc, concernant le volet technique, bon, il faut le savoir, je conseille à nos jeunes résidents d'assister une fois à ces biopsies. Moi, j'ai assisté, et donc ça nécessite vraiment une attitude très rigoureuse pour faire et pour réussir le geste. Donc, il faut savoir que la biopsie rénale percutanée est réalisée en ambulatoire, sous anesthésie locale, qui va donc de la superficie vers la profondeur sur tout le long du trajet de ponction. Donc, le malade est installé le plus souvent en décubitus ventral. Parfois, on est obligé de l'installer en décubitus latéral, surtout lorsque on est devant une masse rénale du pôle supérieur, avec des mouvements respiratoires qui sont très importants, donc un rein qui est très mobile. En ce moment-là, lorsqu'on le place en décubitus latéral, du côté de la lésion, donc en ce moment-là, ça peut bloquer un petit peu le rein, donc pour diminuer ses mouvements respiratoires et éloigner un petit peu le cul-de-sac pulmonaire, pleural, pour ne pas le traverser au cours de la ponction. Donc, ces biopsies peuvent se faire sous guidage soit scanographique ou échographique. Donc, pour le guidage scanographique, il s'adresse surtout pour les lésions profondes avec un long trajet de ponction. Les avantages du guidage scanographique, c'est qu'il permet de détecter et contrôler l'évolution d'éventuelles complications. Et l'inconvénient, c'est l'absence de guidage en temps réel. En fait, ça se passe en mode de guidage séquentiel. Je ne sais pas si vous avez assisté même à une néphrostomie qui est mise sous guidage scanographique. Donc, le malade, on va le voir plus tard, donc, pour essayer de vous expliquer donc, ce guidage séquentiel. Le deuxième mode de guidage, c'est le guidage échographique, et ça s'adresse surtout pour les petites lésions qui sont très mobiles, donc des reins qui sont très mobiles. Donc, vous voyez ici le radiologue donc, qui voit en même temps, donc c'est un temps réel, donc ça se passe en temps réel, donc il voit l'évolution de l'aiguille donc, qui traverse les différents plans jusqu'à atteindre le rein et la lésion donc, suspecte. Donc, cette biopsie est réalisée actuellement, donc ce qui est recommandé, c'est d'utiliser la technique coaxiale. Ça veut dire coaxial, donc on a besoin de deux éléments. Et tout d'abord, donc on a besoin d'une gaine coaxiale, donc cette gaine-là, à travers laquelle on va introduire l'aiguille, donc le pistolet automatique ou semi-automatique. Donc on va introduire cette aiguille-là, donc à l'intérieur de ce système-là, de cette gaine coaxiale. Donc généralement, on utilise des aiguilles de biopsie de 18 gauges, c'est largement suffisant. Et généralement, la gaine coaxiale elle doit être un petit peu plus large que l'aiguille, donc on utilise des gaines de 17 gauges, généralement. Donc, pourquoi cette gaine coaxiale? Donc, elle a beaucoup d'avantages. Elle nous permet de faire plusieurs prélèvements à la fois, parce qu'on ne va pas l'enlever, on va la laisser. Donc, on peut introduire plusieurs fois donc, la gaine, l'aiguille de biopsie pour réaliser 2, 3, 4 prélèvements différents à travers cette même gaine qui est placée donc, une seule fois donc, contre la lésion tumorale. Le deuxième avantage, c'est qu'elle diminue largement le risque de saignement et d'essaimage tumoral le long du trajet de ponction, puisqu'on ne va pas utiliser beaucoup de trajets de ponction. Voilà donc la gaine et le pistolet automatique qu'on utilise. Donc, il faut faire un minimum de 2 prélèvements, voire 4. Donc, actuellement, la plupart des équipes font 4 prélèvements qui doivent être de bonne qualité, c'est-à-dire que les fragments doivent être
supérieurs à 10 mm de longueur et qui ne doivent pas être non fragmentés. L'idéal, c'est de réaliser les prélèvements en zone périphérique de la tumeur pour éviter les zones de nécrose et d'hémorragie centrale, donc là où il n'y a pas de tissu tumoral donc, qui est donc adéquat. La biopsie est réalisée par voie rétropéritonéale afin d'éviter les structures anatomiques susceptibles de générer un saignement ou une douleur, telles que l'artère sous-costale, les muscles et les organes solides de voisinage, donc les organes soit digestifs ou pulmonaires. On peut céder par une hydrodissection préalable pour éloigner les structures adjacentes, surtout pour les tumeurs de la face antérieure. Donc, comme vous voyez ici, donc, il y a un risque majoré donc, pour ces lésions-là. Donc là, c'est bon, il n'y a rien. Il est accessible par voie rétropéritonéale directement. Par contre, les lésions de la lèvre antérieure, donc il y a la juxtaposition des organes digestifs, donc il y a un risque significatif de les léser. Donc, on peut faire une petite hydrodissection pour éloigner ces structures-là et avoir donc un trajet de ponction qui est safe. La biopsie, donc c'est une biopsie à l'aiguille, donc on a vu. Il y a un autre mode qui a été utilisé, ce sont les cytoponctions à l'aiguille fine. Donc ce sont des aiguilles de 22 gauges qu'on utilise et on va faire juste une aspiration. Donc on va rentrer dans la lésion et on va maintenir le piston de la seringue donc retiré pour essayer d'aspirer du liquide dans la tumeur. Donc ça s'adresse surtout pour les tumeurs qui contiennent, peut-être qui sont mixtes, qui contiennent un petit peu donc, de kystes et de liquide. Ces cytoponctions ne sont pas recommandées actuellement parce qu'elles manquent donc elles manquent en performance diagnostique. Mais par contre, il y a certains qui l'associent systématiquement à la biopsie. Donc on peut faire la biopsie, on peut faire 3-4 prélèvements associés à une ponction à l'aiguille fine. Et donc lorsqu'on associe les deux, ça peut augmenter les performances diagnostiques qui peuvent monter de 87 à 92% selon donc, certains auteurs. Donc, une fois nous avons fini cette ponction, le patient doit être surveillé parce qu'il y a un risque important donc, de complications. Il est donc conseillé de réaliser une imagerie de contrôle 1 heure après la fin de l'acte. Il faut savoir à la fin qu'il y a certaines équipes qui font systématiquement des embolisations in situ en fin de procédure à travers la gaine coaxiale qui est encore en place. Donc, ils vont injecter de la gélatine ou bien un autre produit sclérosant à travers cette gaine donc pour essayer donc, de minimiser les risques, surtout hémorragiques, donc, de ce trajet de ponction. Voilà ici une illustration. Donc, vous voyez ici, c'est une biopsie qui est faite sous guidage échographique. Donc, ici, la sonde échographique. Ici, comme dans la biopsie prostatique, si vous vous rappelez, donc, il y a cette ligne de démarcation, donc le repère, qui est mis contre la lésion donc, suspecte, et l'aiguille va rentrer par là, et on va regarder donc, l'acheminement de l'aiguille, et ici, le prélèvement, donc l'aiguille qui est actionnée, et qui va prélever donc, la tumeur. Donc, ça se passe en mode réel, donc on voit le déroulement de tout l'acte. Pour la biopsie rénale sous guidage scanographique, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc c'est un mode séquentiel, ça va nécessiter plusieurs temps successifs, bien sûr si ça marche. Donc tout d'abord, il y a cette phase, donc on va faire tout d'abord une imagerie pré-traitement pour localiser donc, la tumeur. Le malade, ensuite, il est installé, donc, bien sûr en décubitus ventral. Donc on va mettre en place des marqueurs cutanés qui vont nous orienter donc, pour nous donner donc, la localisation de la tumeur contre la paroi cutanée. Donc une fois nous avons pris notre marque, vous voyez ici, donc c'est marqué avec un marqueur, un stylo ou autre chose. Donc on va introduire l'aiguille dédiée à l'anesthésie locale. Donc on va la laisser en place avant d'injecter le produit afin de vérifier que, ici vous voyez, l'aiguille c'est une simple aiguille qu'on va utiliser pour l'anesthésie locale. Donc elle est contre la tumeur, donc elle est dans le trajet de la tumeur. En ce moment-là, le malade, on le ressort encore une fois,
on va injecter le produit anesthésique. Ensuite, on va placer la gaine coaxiale. On introduit le patient, donc on va faire un tour de spire pour voir est-ce qu'elle est contre la tumeur. On le sort, on va progresser la gaine coaxiale jusqu'au contact de la tumeur. On revérifie encore une fois. Et puis, on va introduire le pistolet donc, automatique pour réaliser les prélèvements nécessaires, donc adéquats. On voit ici donc, la gaine coaxiale qui est à l'intérieur même de la tumeur. Donc là, c'est un prélèvement qui est bon, qui est adéquat. Ensuite, donc, la gaine coaxiale est retirée. Et ici, le scanner de contrôle en fin de procédure pour voir est-ce qu'il y a des problèmes de saignement, est-ce qu'il y a un hématome périrénal, sous-capsulaire ou autre. Donc, pour vérifier que la procédure s'est passée en toute sécurité. Alors, quelle est la performance de cette biopsie rénale percutanée? Donc, une biopsie est considérée comme réussie lorsqu'elle apporte un diagnostic histopathologique adéquat et des éléments pronostiques utiles pour guider la prise en charge du patient. Actuellement, dans les centres expérimentés qui en réalisent beaucoup, la biopsie des masses rénales a une performance élevée pour le diagnostic de malignité. Marconi donc, a présenté une revue systématique où il a colligé 57 études avec plus de 5000 biopsies de tumeurs rénales. Et donc, qu'est-ce qu'il a trouvé comme résultat? Il a trouvé que la biopsie rénale a une efficacité très élevée, de l'ordre de 92% en termes de contribution histologique, c'est-à-dire la concordance du type histologique avec la pièce opératoire. Pour le diagnostic de malignité, la sensibilité et la spécificité dépassent les 99%, c'est presque 100%. Pour la détermination du sous-type histologique, c'est-à-dire, comme présenté ce matin, la concordance biopsie et pièce opératoire, elle est de l'ordre de 90%. Pour la détermination du grade nucléaire et nucléolaire, la performance de la biopsie rénale est un petit peu faible, disons, par rapport aux chiffres de tout à l'heure. Dans la plupart des cas, une sous-estimation du grade par la biopsie par rapport à la pièce opératoire. Mais si on prend pour les tumeurs de moins de 4 cm, la concordance elle est plus élevée, elle dépasse les 86%, si on va faire une classification simplifiée haut et bas grade. C'est-à-dire, on va réunir les grades 1, 2 ensemble et 3, 4 ensemble pour considérer haut et bas grade. En ce moment-là, la concordance en grade nucléaire va être plus importante. Donc, si on voit un petit peu ces chiffres-là, ça dénote de la performance diagnostique de ces biopsies percutanées des masses rénales. Donc, toutefois, il y a un taux non négligeable de biopsies non contributives qui peut aller de 0 à 36% sur la même série donc, de tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire une biopsie non contributive ou négative? C'est là où on trouve du parenchyme rénal normal, c'est presque la situation la plus fréquente qu'on peut rencontrer. Ça témoigne de quoi? C'est que la biopsie est passée à côté de la tumeur. Donc ça ne veut pas dire que le parenchyme est normal, mais c'est une biopsie peut-être qui est défaillante. Soit on trouve de la fibrose, de la nécrose, de l'inflammation, ou bien ce sont des biopsies qui contiennent une quantité insuffisante de tissu pour donner des conclusions donc, précises. Il y a certains facteurs prédictifs de la non-réussite de la biopsie. C'est les petites tailles tumorales qui sont difficiles à accéder, donc surtout scanoguidées. On a vu que c'est très difficile avec ce mode séquentiel. Lorsque la distance peau-tumeur est large, l'absence de rehaussement et la localisation endophytique et la nature kystique de la lésion. Donc, en cas de première biopsie non contributive, en ce moment-là, une deuxième biopsie, elle est recommandée. Et avec cette deuxième biopsie, le diagnostic de malignité peut augmenter encore et peut atteindre 80 à 100% des cas. Donc, il ne faut pas se décourager, il faut réessayer et voir si on est toujours devant une lésion qui est très suspecte. Donc, il ne faut pas se décourager, il faut refaire puisque la deuxième biopsie, elle est plus performante. Donc, il existe beaucoup de facteurs prédictifs de la performance diagnostique. Donc, la taille tumorale,
donc elle va augmenter la performance diagnostique et avec un odds ratio d'à peu près de 2 par centimètre de tumeur. Bien sûr, les tumeurs solides, devant les tumeurs solides, la performance elle est plus importante que les tumeurs kystiques avec un odds ratio qui avoisine les 14. Les localisations tumorales, donc bien sûr, il y a certaines localisations qui sont difficiles, surtout antérieures ou périhilaires. Pour le type d'imagerie, donc il n'y a pas de différence, bien sûr, chez des radiologues qui sont expérimentés, donc entre guidage scanographique et échographique. Pour la taille de l'aiguille, donc il y a plusieurs études qui ont été réalisées. Il y a cette étude qui est intéressante, qui a été présentée par Breda en 2010. Donc il a étudié en ex vivo des aiguilles de 3 calibres différents, 14, 18 et 20 gauges. Et donc il a retrouvé une concordance entre l'histologie de la biopsie et la pièce opératoire qui est équivalente pour le 14 et le 18. Par contre, elle est plus faible pour le 20 gauge. Et donc, si on voit ici, donc bien sûr, puisqu'ils sont à performance égale, on va choisir l'aiguille la plus fine. Donc, vous savez que les gauges, c'est à l'inverse. Donc, d'autant que les gauges sont plus importants, c'est-à-dire que l'aiguille est plus fine. Donc, on va choisir l'aiguille la plus fine et la plus performante, qui est le 18 gauge. Et actuellement, il existe un consensus pour l'utilisation de ces aiguilles de biopsie de calibre de 18 gauge, qui sont actuellement idéales, puisqu'elles sont très performantes sur le plan diagnostique et elles sont les moins pourvoyeuses de complications, donc elles sont les plus sécurisantes à utiliser. Donc pour la qualité de prélèvement, donc on a dit que pour le nombre de prélèvements, actuellement, les auteurs s'accordent sur 4 prélèvements, qui est le nombre donc, le plus performant, et donc la qualité également, qui doit être de bonne qualité, ne doit pas être fragmentée, et doit être de bonne longueur, qui dépasse les 10 mm. Il existe certaines complications des biopsies des tumeurs rénales, mais cette morbidité, elle est très faible. Donc, si on revient à notre étude, c'est-à-dire sur la série représentée par Marconi, donc on voit que le taux de complication il est très faible, et il est en moyenne de 8% et ne dépasse pas les 11%, avec une majorité de complications qui sont de faible grade clavien. Donc les complications les plus fréquentes sont mineures et sont présentées par le saignement périlésionnel, donc soit un hématome périrénal ou sous-capsulaire qui va de 2 à 8%. Les hématuries, surtout microscopiques, les hématuries macroscopiques sont très rares, ne dépassent pas 3%, et les douleurs au point de ponction. Marconi a également rapporté certaines complications sévères, mais qui sont vraiment anecdotiques. Donc un saignement significatif de 2% qui a nécessité une transfusion dans moins de 1% des cas. Il a rapporté un seul cas d'anévrisme sur les 5000 biopsies qui ont été réalisées, un cas de choc septique et un cas de pneumothorax, et parfois donc des douleurs qui sont plus significatives, qui nécessitent un traitement spécifique. Donc on a vu tout à l'heure qu'il y a ce deuxième risque qui a présenté un frein pendant longtemps à la biopsie, qui est le risque d'essaimage tumoral du trajet de biopsie. Et donc, les différentes études ont révélé que ce risque reste exceptionnel, surtout lorsqu'on utilise la technique coaxiale. Donc, vous voyez, le taux, donc, il est vraiment dérisoire, donc c'est à peu près 0,01%. Et donc, moins de 12 cas ont été publiés dans la littérature récente. Donc, uniquement 12 cas, donc, avec de très faibles, donc de très rares cas de récidive locale après l'essaimage de ce trajet. Donc, c'est quoi l'intérêt, en fait, pour faire ces biopsies percutanées des masses rénales? Donc, le premier intérêt, l'intérêt majeur, c'est la diminution de la chirurgie pour les tumeurs bénignes. Donc, c'est pour éviter ce surtraitement. Donc, on découvre des tumeurs de moins de 4 cm, des tumeurs qui sont, dans la plupart des cas, bénignes, et donc pour lesquelles on va découvrir le caractère bénin après la chirurgie. Donc là, parfois, donc, si on ne fait pas de chirurgie partielle, etc., donc parfois, il y a des conséquences néfastes pour le rein ou pour le patient. Et donc, pour ces cas précis,
la biopsie percutanée a un grand apport, puisque elle permet donc de diminuer ces indications abusives de chirurgie pour des lésions insignifiantes. Le deuxième intérêt, c'est la modification de la prise en charge thérapeutique. Et donc, ça s'adresse surtout pour les petites masses rénales et les tumeurs rénales découvertes fortuitement chez des patients asymptomatiques qui sont en hausse avec le développement de l'imagerie. Et on sait tous que la plupart de ces lésions sont des lésions qui sont indolentes, donc sont soit bénignes, soit un potentiel malin qui est très faible. Et donc, plusieurs études ont montré que la biopsie rénale est d'une grande utilité, permettant dans bon nombre de cas de révéler la nature bénigne et d'éviter leur surtraitement. Donc, il y a cette étude qui est intéressante, publiée dans le Journal of Urology en 2014, qui est une étude multicentrique rétrospective qui a inclus plus de 1000 patients qui ont eu des néphrectomies robot assistées. Et les auteurs ont conclu que si l'histologie tumorale avait été connue avant la chirurgie, la moitié de ces patients auraient pu être orientés vers un traitement alternatif à la chirurgie, qu'il soit une surveillance active ou un traitement ablatif. Donc, on a réalisé plus de 500 chirurgies, des néphrectomies partielles robot assistées, qui sont inutiles. Donc, mais on a su ça après la chirurgie. Pour répondre un petit peu à la question de mon ami Mahdi ce matin, concernant donc l'oncocytome et les tumeurs bénignes, donc bien que la performance biopsique soit excellente pour les petites masses rénales de moins de 4 cm, avec des sensibilités de 99% et une spécificité de 98% pour le diagnostic bénin malin, la biopsie d'une trop petite lésion de moins de 2 cm doit être évitée car la performance de la biopsie diminue significativement avec cette taille-là. Donc c'est un facteur prédictif de non-réussite de la biopsie. Mais peu d'études, malheureusement, se sont intéressées à préciser le devenir à long terme et la faisabilité de la surveillance pour les tumeurs rénales bénignes et en particulier les oncocytomes. Donc les données sont contradictoires. Par exemple, j'ai trouvé deux études qui sont contradictoires. Donc Patel, en 2017, a présenté une revue systématique où il a trouvé un faible taux de concordance entre la biopsie, donc les données de la biopsie concernant la tumeur, quand la biopsie concluait à un oncocytome. Et parmi les 205 biopsies préchirurgicales qui étaient en faveur de tumeurs de nature oncocytaire, il a trouvé que 35% étaient finalement des carcinomes à cellules rénales. À l'inverse, Richard a publié en 2016 une étude rétrospective qui rapportait une bonne performance de la biopsie pour le diagnostic différentiel entre oncocytome et carcinome à cellules rénales chromophobes et la faisabilité de la surveillance à long terme. Il a trouvé que sur 81 patients, 79 étaient toujours sous surveillance après un suivi de 3 ans et qu'il y avait uniquement 2 patients qui étaient opérés par la suite. Donc là, on n'a pas encore de réponses qui sont claires concernant ce sujet. Et surtout lorsque la masse tumorale elle est très petite. Donc pour les tumeurs localement avancées, il n'y a pas un grand intérêt à la biopsie, moins que ça peut nous rapporter, nous donner une idée sur le pronostic, surtout ici pour les patients qui ont, pour voir est-ce qu'il y a un contingent sarcomatoïde avant chirurgie. Je ne sais pas, est-ce que ça aide à quelque chose, à grand-chose? Ça ne marche pas. Ou bien la détection de tumeurs autres que le cancer primitif, qui peut être, c'est une circonstance qui peut se voir dans 17% des cas devant des tumeurs pareilles. Et donc, pour ces tumeurs-là, la biopsie avec un seul cadran, c'est-à-dire une seule introduction de la gaine coaxiale, elle peut manquer en performance diagnostique. Et c'est pour ça que, pour les tumeurs dépassant les 7 cm, il est plus conseillé d'utiliser, comme l'illustre le schéma, ce qu'on appelle la biopsie multicadran. Donc, on fait plusieurs introductions à la fois pour augmenter la chance de tomber sur un tissu tumoral. Pour les tumeurs métastatiques, Mouna tout à l'heure a bien précisé qu'il n'y a plus de place pratiquement à la chirurgie en première intention, donc la chirurgie cytoréductrice. Et c'est pour ça, puisqu'on ne fait pas de chirurgie, on n'a pas de matériel histologique.
Donc on a besoin d'un matériel histologique et donc la biopsie s'impose pour nous donner une idée précise sur le type histologique, le sous-type histologique, et pour donc mettre en route le traitement systémique de première intention devant ces patients-là. Donc je finis, hein, c'était un peu lent, excusez-moi, donc avec ce schéma-là. Donc pour résumer un petit peu la situation, de l'intérêt de la biopsie des masses rénales, donc on a fait cette biopsie, donc ça sert à quoi? Donc on peut suivre cet algorithme-là que j'ai trouvé très intéressant. Donc tout d'abord, si la biopsie révèle donc une masse rénale bénigne, bien sûr, ça va être de la surveillance pure, donc, puisque c'est une lésion qui est bénigne. En cas de masse rénale avec un pronostic favorable, qu'est-ce que ça veut dire favorable? Vous voyez ici, donc, ce sont des tumeurs chromophobes ou bien des carcinomes acélo-rénales de type papillaire de type 1 et de grade 1. Donc là, on peut indiquer une surveillance active pour ces patients-là. Pour les masses rénales à pronostic intermédiaire, présentées par les carcinomes à cellules claires de grade 1 ou 2, ou bien les carcinomes acélo-rénales papillaires de type 1, mais de grade 2. Donc pour ces patients-là, si c'est une petite tumeur de moins de 2 cm, donc on peut, dans ce moment-là, proposer de la surveillance active en premier lieu. Et si la tumeur elle est plus volumineuse ou si elle évolue après une surveillance active, en ce moment-là, on peut proposer un traitement donc curatif, que ce soit ablatif, percutané, ou bien un traitement chirurgical. Enfin, si la tumeur a un pronostic défavorable, représenté par les carcinomes papillaires de type 2, ou tout grade de 3, grade 4, quel que soit le sous-type histologique, les carcinomes urothéliaux, les carcinomes qui comportent un contingent sarcomatoïde, pour ces patients-là, donc on ne peut pas proposer de la surveillance active. C'est un traitement qui doit être curatif, agressif d'emblée. Et bien sûr, pour les lésions indéterminées, donc on doit répéter la biopsie pour augmenter la performance. Donc en conclusion, je vais dire que la biopsie rénale percutanée a démontré qu'elle était un examen performant et peu morbide pour la détermination des caractéristiques histologiques des tumeurs du rein. Elle a montré sa capacité à déterminer le type de lésion et orienter le choix de la prise en charge thérapeutique. Elle est de plus en plus souvent pratiquée actuellement pour plusieurs égards. Donc, tout d'abord, le diagnostic histologique de masse rénale solide aux caractéristiques radiologiques indéterminées. Orienter les patients présentant des petites tumeurs rénales vers un protocole de simple surveillance. Connaître l'histologie avant de poser les indications de traitement ablatif. Et enfin, choisir la thérapie ciblée la plus appropriée en cas de maladie métastatique. Et je vous remercie pour votre attention. Merci, cher maître, pour votre présentation. Maintenant, ma question, en pratique courante, pour les oncocytomes, est-ce que vous recommandez la biopsie en pratique courante ou bien les critères radiologiques suffisent pour s'orienter et décider la conduite? Est-ce que, donc, dans votre conduite courante, est-ce que vous recommandez la biopsie ou pas? En fait, c'est très délicat, hein. On a posé la question ce matin à notre ami Mezri. Est-ce qu'on peut se baser sur les seules données radiologiques pour donc, décider une surveillance active devant une suspicion d'oncocytome? Je pense que c'est très difficile. En fait, il faut avoir la confirmation. Je pense que les images radiologiques, malgré donc, leur caractère donc, très précis, peuvent être parfois trompeuses. Donc, une preuve histologique de plus est la bienvenue pour prendre une telle décision quand même qui est importante pour le patient. Donc, à mon avis, pour les patients pareils, il faut faire une biopsie des masses rénales. Donc, comme on l'a dit, c'est une technique qui est performante et peu morbide. Elle est efficace et sûre. Donc, pourquoi s'en priver? Merci. Alors, en quoi consiste la surveillance active? La surveillance active. C'est quoi? La question piège. La surveillance active, donc, c'est un moyen de traitement aussi curatif, c'est-à-dire c'est que on va se poser dans une situation là où on est devant une tumeur à faible potentiel malin. On sait tous que les tumeurs rénales n'ont pas le même potentiel malin. Il y a certaines tumeurs qui sont agressives, qui vont nécessiter un traitement curatif agressif d'emblée, donc pour l'enlever. Il y a d'autres tumeurs pour lesquelles on doit essayer d'éviter le surtraitement.
Donc on ne va pas s'amuser à traiter et à enlever toutes les tumeurs. La surveillance active, donc je pense que c'est un moyen qui va nous donner un temps avant donc, de proposer ce traitement-là. Donc on va surveiller le patient de façon rapprochée. C'est pas donc tout à l'heure vous avez vu follow-up et active surveillance. Donc c'est pas la même chose. Donc une lésion bénigne ne va pas être vraiment surveillée avec la même manière. Donc c'est une surveillance qui va être armée, donc avec un protocole précis, avec une répétition des examens d'imagerie pour essayer de voir l'évolution en taille, surtout en taille de cette tumeur-là. Voilà, donc la surveillance active, elle sert surtout pour reporter au plus tard possible le moment de réaliser la néphrectomie et faire gagner le patient quelques mois tout à fait. D'un rein qui est complet. Voilà, surtout qu'actuellement, les recommandations, même en matière de petite masse rénale, c'est en train de changer. Et là, les recommandations sont beaucoup plus vers ne pas traiter, ne pas opérer, respecter ces lésions qui ne sont pas très évolutives, avec une cinétique qui n'est pas très importante. Oui. Donc, dans l'article que j'ai cité pour la chirurgie robotique, donc après coup, donc, ils ont étudié rétrospectivement plus de 1000 patients qui ont été opérés par robot, donc de robot assisté. Et donc, ils ont remarqué que la moitié, plus de la moitié, c'est 52%, qui n'auraient pas dû être opérés au début, parce que c'était des tumeurs qui n'auraient pas évolué donc, sur les données de l'histologie sur la pièce opératoire. Donc, en ce moment-là, pourquoi ne pas prévenir ça, avoir une idée sur le potentiel donc, tumoral et évolutif de la maladie, sans enlever la tumeur. Et donc, ceci peut être donné par la biopsie, donc, et ça peut nous aider à choisir ce type de chirurgie. Donc, pour la surveillance active, donc, on va peut-être, c'est la même chose que la surveillance active pour le cancer de la prostate. Donc, on va rester dans la fenêtre de curabilité. Le patient doit être vraiment surveillé d'une manière draconienne, donc avec un protocole de surveillance et une répétition des examens d'imagerie, donc pour suivre cette lésion-là. C'est pas comme pour un kyste ou autre chose, là où la surveillance peut être plus légère, plus allégée. Alors moi j'ai deux questions qui sont un peu provocatrices. Alors qui peut faire la biopsie, surtout sous échographie, qui peut la faire? Est-ce que c'est le radiologue ou l'urologue, ou les deux? Et quelle est la place de l'imagerie par fusion? Moi je pense que c'est équipe dépendant. Par exemple, moi je me rappelle que j'étais dans une équipe en France où on faisait les néphrostomies nous-mêmes au cours des gardes. Donc on les faisait. Et lorsqu'on présentait le patient pour une néphrostomie dans le service de radiologie, il la faisait sous scanner. Et nous, on la faisait sous échographie, avec bien sûr on a la fluoroscopie qui est à côté pour vérifier que c'est en place. Et donc je pense que c'est vraiment expérience et équipe dépendant. Celui qui maîtrise le geste peut le faire. Moi, j'ai mis dans la première diapo par les urologues et les radiologues. Donc, c'est exprès. Je l'ai mise, peut-être, tu vas poser cette question provocatrice. Donc, ça peut être fait, ce n'est pas uniquement pour les radiologues, mais bien sûr, les radiologues sont les mieux placés pour faire ça, parce qu'ils disposent de tout l'arsenal pour faire, même pour suivre les patients. Honnêtement, bien que l'échographie nous permet de faire les gestes en temps réel, je pense que le scanner est mieux placé si on en dispose. Ça nous permet de surveiller le patient de façon rapprochée en post-procédure. Et je pense que si on dispose des deux, il faut privilégier tout d'abord le scanner, puis l'échographie. Et fusion, l'imagerie par fusion éventuellement? L'imagerie Par fusion, la fusion d'images. Par fusion d'images. Sur l'appareil d'écho. Honnêtement, je n'ai pas regardé un petit peu dans ce style-là. Si tu as une réponse, hein, si tu peux... Non, parce qu'il n'y a pas de littérature en fait. Moi aussi, je n'ai pas trouvé beaucoup de choses. L'imagerie par fusion, c'est pour la prostate. Pour le rein, on n'a pas beaucoup de choses. Il y a des articles pour le cancer du rein. C'est pour plus dans le but de caractériser mieux les images, mais pas pour la biopsie.
Oui, donc. Une piste à explorer, Oui. l'échographie. Mais ça commence, on voit un petit peu d'articles, donc ça peut être utile dans la caractérisation de certaines lésions qui sont difficiles à caractériser par les moyens d'imagerie classiques. Voilà. Merci beaucoup pour cette brillante conférence.